Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le chancelier de l'Université de Montréal, monsieur le directeur général du Centre culturel afro-canadien de Montréal, distingués invités, chers amis, bonsoir. Cet échange se veut à la fois sérieux et chaleureux, et vous comprenez qu'il tombe à un moment quand même assez paradoxal. À tous les matins, on se lève, puis on entend tous les discours contre la réglementation, contre l'environnement, contre l'équité, bien entendu. Et bravo et de chaleureux remerciements et de chaleureux vraiment vœux à toutes les personnes qui sont en train de tenir un peu contre ces pressions et de garder justement, de s'en tenir aux principes. Mais d'un autre côté, on nous demande d'être plus innovants, plus performants et plus créatifs. Et comment libérer le plein potentiel de tout le monde quand il n'y a pas d'équité? Et aujourd'hui, la question justement se pose et l'intérêt de le faire, c'est à partir justement des perspectives des personnes à qui s'appliquent justement ces mesures d'équité et qui vivent à tous les jours dans des contextes qui pourraient certainement être plus justes et plus équitables. Donc, avant d'accueillir le panel, j'aimerais absolument demander au chancelier, Monsieur France Saint-Élémy, de vous adresser la parole. Donc, Monsieur le chancelier. Bonsoir tout le monde. Oh my God. Bonsoir tout le monde. Ah, bon, je me demandais, je me semblait, si on était à des funérailles, vous êtes sombre et tranquille. On est ce soir à la 4e édition, donc c'est un happening, c'est un rendez-vous annuel. Et c'est important de mettre de l'énergie. Je vais essayer de vous donner un peu de mon énergie parce que j'ai beaucoup d'énergie quand il s'agit de l'histoire du mois de noir. Je trouve que le mois de février est trop court pour toute l'énergie que j'ai puis tous les messages que j'ai à passer. Ceci étant dit, on ne changera pas le mois de l'histoire des Noirs. Par contre, il y a des choses que nous, on peut contrôler et qu'on a l'intention, mais surtout aussi qu'on a l'habitude d'y travailler. Donc, pour moi, c'est un immense plaisir ce soir de vous accueillir au Campus 1000 à cette occasion spéciale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre 4e édition qui est organisée conjointement entre le CECAM et l'Université de Montréal. Ça témoigne pour moi d'un engagement qui s'inscrit dans la durée et c'est important d'avoir cette prévisibilité-là. J'en parlais avec tout à l'heure Alain, d'avoir ce rendez-vous que on sait qu'une fois par année, au moins, on va avoir ce genre de discussion-là franche et ouverte. Et d'ailleurs, je salue le travail remarquable du CECAM. Une petite équipe, mais une équipe avec une grande vision, avec beaucoup d'ambition, des talents, qui fait rayonner le génie culturel des Afro-descendants d'ici et d'ailleurs au Canada et qui ouvrira très bientôt un centre unique au Canada à la hauteur de la contribution artistique et intellectuelle de nos communautés. Le mois de l'histoire des Noirs, pour moi, ce n'est pas juste un moment de commémoration, c'est un moment de vérité. Donc, c'est aussi un moment de se parler franchement et de dire les vraies choses, de nommer les vraies choses. Ça commence d'abord et avant tout d'avoir cette bonne base de référence qui est celle de reconnaître les contributions extraordinaires de personnes afrodescendantes dans notre société. C'est un moment aussi pour reconnaître qu'il y a des obstacles parfois systémiques qui sont souvent à la base des freins de certaines contributions, mais surtout un moment pour affirmer notre responsabilité collective dans la construction d'un avenir qui est plus juste et plus équitable. J'aimerais citer Martin Luther King. Euh, c'est en anglais, je vais le traduire. The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. L'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. Cependant, cet arc ne se courbera pas tout seul. Il se courbe parce que des hommes et des femmes s'engagent, se lèvent, disent oui, il faut forcer, il faut s'engager, il faut innover, comme le disait Tania, il faut créer des espaces de dialogue, créer des espaces d'action
il faut aussi mettre les paroles en action. Donc, cette année, nous explorons cette politique d'équité, de diversité et d'inclusion en sortant de la source, de l'expérience des personnes vécues d'afro-descendantes. Et pour moi, c'est une approche qui est essentielle parce qu'il faut le vivre à travers des gens qui le vivent à tous les jours. Et il faut être à l'aise aussi, être inconfortable dans ce genre de discussion-là. Créer des espaces où est-ce qu'il est tout à fait naturel et confortable qu'on se challenge, mais aussi qu'on se pose les bonnes questions dans l'optique d'avoir des bonnes solutions. Et il n'y a pas une bonne solution, il y a plusieurs bonnes solutions. Car pour moi, la véritable mesure de nos politiques, ça ne réside pas dans nos intentions, mais surtout dans les efforts concrets qu'on y met quotidiennement. On sait que les avancées en matière d'équité ne sont pas tout le temps acquises, en fait très rarement acquises. Euh, Ailleurs dans le monde, comme le disait Tania, on observe peut-être même un recul euh, et un dialogue qui est virulent, qui peut être parfois blessant. Nous voyons des discours qui cherchent à minimiser ou à remettre en question des fondements de justice et d'équité. Nous ne sommes pas à l'abri de ces tensions-là ici non plus. Il faut être clair là-dessus. C'est précisément pourquoi l'engagement de l'Université de Montréal reste constant et doit rester constant. Et le travail que fait Mme Sabat témoigne aussi de ce désir de l'université de faire autrement et de mettre les actions en place pour assurer une transition, mais surtout une évolution du discours. Donc, à l'Université de Montréal, les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, ce ne sont pas seulement des slogans. Ils guident nos décisions, nos priorités et nos actions. Je tiens d'ailleurs à remercier Tania d'avoir accepté ce challenge parce que je m'excuse de te mettre sur le spot, Tania, mais comme tu étais sur le podium, j'aimerais en profiter. Tania, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans son domaine, a une réputation de quelqu'un qui fait avancer les choses. Et c'est une des raisons que certains comme moi ont fait un peu de lobbying pour qu'elle occupe ce poste à l'Université de Montréal. Donc, merci Tania d'avoir accepté ce challenge parce que ton travail va faire évoluer l'université, mais va faire aussi évoluer la société en général. J'aimerais aussi vous parler que, en tant que chancelier et président du conseil de l'Université de Montréal, j'ai aussi une responsabilité de m'assurer de faire les choses de façon juste et équitable, pas juste dans les instances de l'université, mais d'assurer qu'on a vraiment une posture qui reflète l'ambition de l'Université de Montréal. On a aussi l'opportunité d'amener des gens de divers horizons. J'ai des collègues comme Pelra, à Zondécon, Aminata Bal et Fabrice Ville au conseil, qui eux aussi réfléchissent justement à comment est-ce que l'université on peut aider à progresser l'université et la rendre beaucoup, beaucoup plus innovante et quand il s'agit de diversité et d'équité. Pour trop de jeunes talents, le chemin demeure très ardu, encore ardu, et c'est ce qui réside, et cela réside dans notre responsabilité collective de faire autrement. Les solutions durables en matière d'équité, conçues pour les communautés issues de la diversité, doivent être construites avec elles et non autour d'elles. Et on pense que l'inclusion véritable, c'est pas un geste symbolique, c'est un partage du pouvoir réel. C'est aussi des opportunités et c'est l'opportunité de dialogue comme on le fait aujourd'hui. Ce soir, nous avons, en parlant de dialogue, l'opportunité d'avoir un dialogue avec des spécialistes qui incarnent l'expertise de terrain. Donc, merci à Marie-Lou, Madeleine et à Wilson. Je connais les trois très bien. Donc, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci aussi à notre... il est où? Je ne le vois pas. À, no- à notre équipe, mais surtout aussi à notre conseiller qui va nous aider à régler à avoir ce débat aujourd'hui. Voilà. J'aimerais terminer sur un mot d'espoir. J'aimerais, j'ai espoir qu'en sortant de cette conférence ce soir, on va s'engager mutuellement à bâtir non seulement une université, mais aussi
à bâtir des ponts où est-ce que le dialogue est permanent. Ce n'est pas une histoire du moi de l'histoire des Noirs. C'est un dialogue qui est continu. C'est aussi une prise d'action qui est continue. C'est aussi accepter de prendre des positions inconfortables. Et c'est aussi accepter que les solutions doivent perdurer dans le temps. Donc, cet engagement-là, je souhaite qu'à la fin de cette soirée, on aura tous l'opportunité de s'engager pas individuellement, mais collectivement afin de réaliser un développement durable. Merci encore une fois au SECAM. J'aimerais inviter mon ami Alain Alexandre à venir prendre la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour tout le monde, bien content d'être de retour ici sur le campus 1000 de l'Université de Montréal pour cette 4e édition de la conférence débat annuel du Centre culturel afro-canadien de Montréal en collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, France, merci beaucoup pour tes propos qui sont, que je pense que, qui ont toute la profondeur et la valeur qui devrait être accordée à ce sujet dont on est prêt à discuter ici aujourd'hui. Je profite d'ailleurs le temps que je suis ici pour saluer des membres du SECAM, le Centre culturel afro-canadien de Montréal, incluant notre vice-présidente ici, Margaret Archer, ainsi qu'Ismaël Bouli, vice-président du conseil d'administration, mais également saluer Tania aussi pour le travail extraordinaire qu'elle fait. On a appris à se connaître dans les derniers mois et c'est tout un plaisir de pouvoir travailler avec elle. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Il y a à peu près 1 an et demi, au mois d'octobre 2024, j'écrivais dans les pages de la presse ainsi que du Toronto Star qu'on entrait dans une période potentiellement de recul par rapport aux avancées qui ont été effectuées en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Et je disais que à travers l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? La tendance a toujours été la même. Chaque période de progrès est suivie d'une période de regret. Cette période de regret-là, par contre, ne définit aucunement le progrès qui a été effectué, mais c'est une réaction qui est tout à fait naturelle par rapport au progrès. Mais le progrès également, c'est un arbre qu'il nous faut toujours continuellement arroser. Ce progrès n'a pas la capacité inhérente de pouvoir juste continuer. Donc, ça prend des gens, ça prend des hommes, ça prend des femmes qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour pouvoir continuer à faire ce travail-là, parce que c'est pas un travail qui se fait tout seul. On arrive aujourd'hui, en 2026, en train d'avoir cette conversation-là que je pense qui est extrêmement d'actualité. Non pas parce que l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est juste un sujet qu'il nous faut discuter, mais c'est parce que je pense qu'on est vraiment dans un moment charnière dans l'histoire où on se pose des questions sur à peu près tout. Tout est questionné. Et je pense que l'équité, la diversité, l'inclusion, même dans son mérite également d'être questionné. Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qui fait avancer la société? Le Centre culturel afro-canadien de Montréal, on a toujours dit qu'en tant qu'un organisme qui représente et qui fait rayonner le patrimoine culturel et artistique de la communauté noire, dans le travail qu'on fait, on ne sera jamais défini par un acronyme de 3 lettres. On est beaucoup plus que ça. Mais on n'a pas la prétention non plus de dire que l'équité, la diversité et l'inclusion ne nous touchent pas. Alors, c'est pour ça qu'on a un intérêt à se poser ces questions-là, à savoir si les choses qu'on pense qu'on fait bien, est-ce que effectivement ça se passe très bien? Et l'opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au fond de ces questions-là, peut-être avec des positions qui vont vous permettre, vous ici, dans l'auditoire aujourd'hui, de vous questionner vous-même sur votre appui ou, dans le fond, vos hésitations par rapport à qu'est-ce que c'est l'équité, la diversité, l'inclusion. Mais on croit dans une institution telle que l'Université de Montréal qui joint le SECAM au niveau de nos valeurs, qu'il nous faut poser ces questions-là sans prédéterminer le résultat de ce questionnement-là. Et je pense qu'on a une belle opportunité de pouvoir faire ça ici aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'être ici pour avoir cette conversation-là, parce que je suis ici moi-même pour apprendre, pour comprendre. Et je pense qu'en sortant d'ici,
que vous-même, vous allez être édifié par ce qui va avoir été dit ici aujourd'hui. Et si ça peut même servir d'inspiration pour continuer à faire votre travail, peu importe la manière dont vous allez être inspiré, c'est vraiment ce qu'on souhaite pour vous ici aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, il me fait grand plaisir de pouvoir introduire aujourd'hui sur scène la personne qui va vraiment modérer la conversation d'aujourd'hui. Donc, il revient pour une deuxième année. Donc, on parle de Cyril Ekwala. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas Cyril Ekwala, je vais vous faire une petite lecture très rapidement de qui il est cette personne-là. Donc, Cyril, en fait, il est reconnu pour son engagement de manière générale, mais également c'est un journaliste qui est très reconnu dans son travail avec une rigueur extraordinaire qui est à la radio, mais également qui à utiliser ces plateformes pour avoir des conversations qui ont une signification assez importante. Et le travail qu'il va faire aujourd'hui, je pense, va nous permettre de pouvoir approfondir cette question d'équité, diversité et inclusion. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir chaleureusement et très chaudement Cyril Ekwala. Merci, mon cher. Merci, Alain. Bonsoir, tout le monde. Je vais faire comme le chant. Bonsoir, tout le monde. Voilà. Cette discussion, cet échange, quel est le nom que je vais utiliser? On peut utiliser tous les synonymes possibles. J'aurai la chance et l'immense privilège de la mener, mais avec les trois panélistes que je vais vous présenter. Je vais commencer par Madeleine Myrtil, qui est détentrice d'une maîtrise en administration des affaires pour cadre de l'Université du Québec à Montréal et bachelière en gestion des hautes écoles commerciales. Madame Myrtil est l'instigatrice des programmes de formation phares au sein du groupe 3737, titre de vice-présidente entrepreneuriat. Son mandat était d'accompagner et outiller les entrepreneurs afin de leur permettre de vivre leur passion tout en générant des revenus à travers leur organisation. Son but ultime est d'aider les entreprises et organisations, spécialement celles issues de la diversité, contribuer à l'essor économique du Canada et à rayonner au niveau international. Au cours des années, Madeleine Myrtil a eu l'opportunité de partager ses connaissances et son expertise à l'international grâce à sa participation à diverses conférences et missions commerciales. Il importe de mentionner que Madame Myrtil, à titre d'entrepreneur, fait partie des 100 femmes sélectionnées par Femmes et Sort dans le cadre de leur campagne 100 femmes qui changent le monde. De plus, ses services ont été retenus afin de siéger sur le comité d'experts dans le cadre des stratégies lancées par le gouvernement fédéral en 2019 afin d'augmenter le nombre de femmes en entrepreneuriat. Impliquée au sein de sa communauté, elle est membre du conseil d'administration de l'Association des MBA du Québec, en plus d'être ambassadrice pour l'organisme de financement participatif La Ruche à Laval. Madeleine a siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont la Jeune Chambre de commerce haïtienne à titre de présidente. Soulignons que sous son leadership, la JCCH a remporté le prix Jeune Chambre de commerce de l'année décerné par le regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Elle a également siégé sur le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, en plus de recevoir un prix du Centre Rire pour son appel à la société québécoise. Je vous ai dit qu'à titre de vice-présidente entrepreneuriat, son mandat était d'accompagner. J'ai utilisé le passé. Aujourd'hui, elle a un mandat beaucoup plus large que cela, puisqu'elle est la présidente directeur générale du groupe 3737, Madeleine Myrtil. Monsieur Wilson Saint-Elmy, deuxième panéliste, est juriste, chercheur en droit de la gouvernance économique globale et chargé de cours en droit bancaire à la faculté de droit de l'Université de Moncton. Consultant en gouvernance organisationnelle, il est aussi membre du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance de l'Université de Sherbrooke. Ses travaux portent sur les transformations contemporaines du droit, de la régulation, du pouvoir institutionnel et des équilibres transsystémiques. Prie, mesdames et messieurs, d'applaudir M. Wilson Saint-Elmy, s'il vous plaît. Fait.
Notre troisième panéliste, Marie-Lou Daudier, conseillère principale en équité, diversité et inclusion pour l'initiative D2R de l'Université McGill. Elle a obtenu un baccalauréat en travail social de l'Université McGill en 2013 et une maîtrise en gestion de l'innovation sociale de HEC Montréal en 2016. Elle cumule plus de 10 ans d'expérience en coordination de projets en équité, diversité et inclusion dans différents types d'organisations, incluant le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire, le secteur privé, le gouvernement du Canada et le milieu universitaire. Oui, c'est bien ça, de l'initiative. On pense ici à l'initiative IVADO de l'Université de Montréal et le secrétariat général de HEC Montréal. Engagée dans sa communauté, elle est bénévole à titre de présidente du Conseil interculturel de Longueuil et comme membre du conseil d'administration de Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier, le parti au pouvoir dans sa vie. Elle est régulièrement invitée comme conférencière, animatrice, évaluatrice ou formatrice pour partager son expertise en EDI dans différents contextes. En lien avec l'événement qui vous est proposé, Marie-Claudie a dirigé diverses initiatives EDI visant au rayonnement des communautés noires au cours de la dernière décennie, notamment le co-développement du plan d'action 2024-2029 du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour les chercheuses et chercheurs noirs, ainsi que la co-création d'opportunités de financement destinées aux étudiantes et étudiants noirs de l'Université de Montréal dans le cadre de l'un de ses anciens rôles bénévoles à titre de vice-présidente de la philanthropie du caucus des employés et employés noirs de l'Université de Montréal. Elle travaille actuellement à la mise en œuvre d'un programme de stage d'été rémunéré destiné aux étudiantes et étudiants noirs de premier cycle afin de créer des ponts vers les études de deuxième cycle. Par ailleurs, elle offre ponctuellement des formations sur le racisme anti-noir. Mesdames et messieurs, Marie-Lou Daudier. Bien. Intention et réalité, l'EDI sous la loupe des communautés noires. C'est un thème, lorsqu'on le lit, on voit tout de suite, on voit de la tension. Il y a la tension entre les intentions et les réalités. En fait, nous vivons dans des sociétés où l'égalité est solidement inscrite dans le droit, à travers la charte canadienne, la charte québécoise et divers instruments internationaux. Depuis 2020, dans le sillage de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, les engagements en matière d'équité, de diversité et d'inclusion se sont multipliés. Plans d'action, indicateurs, chartes, formations, postes dédiés. L'EDI est devenu un langage institutionnel incontournable. Et pourtant, les écarts socio-économiques structurels persistent. L'accès au pouvoir décisionnel demeure limité, les plafonds invisibles subsistent. Les expériences de marginalisation continuent d'être rapportées. Nous sommes donc là face à un paradoxe. L'égalité, elle est juridiquement garantie. La discrimination systémique est davantage reconnue dans le discours public, mais l'écart entre promesses et réalité demeure profond. La question que nous allons explorer ensemble ce soir, ou du moins que les trois panélistes vont explorer, parce que je ne ferai que passer la parole, est la suivante. Comment expliquer ce décalage persistant? Assistons-nous à un déplacement du traitement de la discrimination du champ du droit vers une gouvernance managériale de l'EDI, et que faudrait-il transformer au-delà des intentions et des instruments symboliques pour que l'égalité devienne réellement effective pour les communautés noires? Voilà la mise en contexte de notre panel, vous l'avez compris. On va essayer en trois grands axes de discuter de cette question. Et comme l'a dit tantôt Alain, on ne sortira sûrement pas avec toutes les réponses, mais au moins on espère que vous repartirez avec quelques éléments qui vous permettent d'en savoir un peu plus. Je vais commencer donc
Ouais, par Marilou qui est rentrée en dernier. Je vais commencer par Marilou. Marilou, malgré l'existence donc d'un cadre juridique robuste, on le voit, la charte et autres, les différentes chartes et autres lois, puis la multiplication des politiques et dispositifs EDI, où est-ce que vous observez aujourd'hui les écarts les plus marquants entre les intentions institutionnelles et les réalités vécues par les communautés noires? Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier Tania Sabat de l'Université de Montréal pour l'invitation et Alexandre Allen aussi du CICAM pour l'invitation. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il y a trois décalages majeurs que je vois. Il y a premièrement toutes les initiatives plus en lien avec l'équité et la diversité. Je les mélange, même si les termes sont similaires parce que le but est d'augmenter aussi la représentation. Il y a une deuxième chose autour des enjeux d'inclusion et un troisième décalage que je vois au niveau des frustrations qui persistent en lien avec les inégalités qui persistent. Donc, si on regarde la première chose que j'ai mentionnée, par rapport à l'équité et la diversité, une des grandes promesses, bien sûr, c'est d'avoir l'augmentation de la représentation de la diversité dans nos institutions. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à ça, mais quand on regarde autour de nous, ça a avancé à certains endroits et à d'autres endroits, on ne voit pas le résultat aboutir. On regarde des conseils d'administration, on regarde des postes de direction et on ne se voit pas représenté. Donc, on peut comprendre qu'il y a un décalage, il y a une certaine frustration. Si on regarde même au niveau des résultats de Innovation, Sciences et Développement économique Canada, en 2024, il y avait des résultats qui ont démontré qu'il y avait il y avait 44% des conseils d'administration au niveau de sociétés fédérales qui n'avaient aucune personne racisée malgré les avancées depuis 2020. Donc, d'un côté, on voit ça, puis on peut se dire, mais il y a un gros décalage, mais je veux être nuancée ce soir. Tous les points que j'amène, je pense que c'est important de ne pas être triomphaliste parce qu'on voit, là, on est dans des vents de marée avec l'EDI, mais je pense qu'il ne faut pas être cynique non plus parce qu'il y a eu des avancées quand même. Si on regarde les données que je viens de vous mentionner par rapport à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, on peut voir que malgré il y a un manque de représentation des personnes racisées. De 2020 à 2024, il y a eu une augmentation quand même de personnes racisées au sein des conseils d'administration de sociétés fédérales. Donc, c'est passé de 4 à 10 de personnes racisées dans ces positions-là. Donc, on avance tranquillement. Je peux comprendre la frustration parce qu'on ne voit pas le résultat complet. On était vraiment dans une effervescence avec le mouvement de George Floyd. Donc, ça se comprend qu'il y a une certaine frustration. Mais c'est important de voir qu'on avance quand même. Donc, il peut y avoir un certain décalage parce que certaines personnes bénéficient de certaines mesures d'équité et sont contentes et fières de l'annoncer, alors que d'autres peinent à avancer. Une autre chose qui est importante de mentionner, c'est le contexte avec les universités. Je pense que c'est très, très important de mentionner les avancées qu'il y a eu par rapport aux chaires de recherche du Canada. Donc, par rapport aux chaires de recherche du Canada, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la petite histoire derrière, en 2006, en fait, il y a eu un groupe de 8 personnes de différents groupes minoritaires qui ont demandé une meilleure représentation de la diversité au niveau des postes de titulaires de chaires de recherche du Canada. Et quand on regarde par rapport aux professeurs, quand un professeur devient un titulaire de chaire de recherche du Canada, c'est vraiment un poste prestigieux, un poste payant. Et les 8 individus qui ont fait la demande au début des années 2000 voulaient se voir représentés. Donc ça a été un levier incroyable au sein des universités. En 2019, on a vu que, bon, il y avait des efforts à gauche, à droite, mais ce n'était pas assez fort. Donc, il y a vraiment eu un addenda pour faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure représentation de la diversité des approches solides. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un boom de l'EDI, en fait, dans les universités. Notamment, j'ai eu un poste à l'Université de Montréal, à Ivado, comme conseillère équité, diversité et inclusion grâce à cet élan-là. Et ça crée un décalage parce que d'un côté, au niveau des chaires de recherche du Canada,
ça a fonctionné. La pression a fonctionné. Le pourquoi les plans EDI ont été mis en place, ça a vraiment fonctionné. Je vais vous lire quelques données statistiques. Donc, au niveau de 2009, par rapport aux femmes et au groupe enquête d'équité de genre, on était à 24 %. L'objectif de 2029 était de 50,9 % et vous savez où est-ce qu'on est rendu à 53,1 %. Donc, on a réussi à ce plan-là. On a réussi à tous les plans, en fait, au niveau des chaires de recherche du Canada. Les individus racisés étaient à 11,7 % en 2009. En 2029, la cible est prévue pour 22 % et on est déjà à 33,2 %. Au niveau des personnes handicapées, on était à 1,1 % en 2009. En 2029, la cible est visée pour 7,5 % et on est déjà à 9,8 %. Pour les personnes autochtones, c'était de 0,4 % en 2009 et pour la cible, c'était de 4,9 % en 2029 et on est déjà à 5 % maintenant. Donc, au niveau des chaires de recherche du Canada, ça a vraiment fonctionné. On voit l'impact, tout ce qui a été mis en place pour vraiment forcer ce processus-là, ça a fonctionné. Mais d'un autre côté, les universités ne sont pas uniquement les postes de titulaires de chaires de recherche du Canada. Donc, la pression est partie de là. Et après, il y a eu différentes intentions pour voir comment les universités pouvaient innover pour faire augmenter la diversité de différentes façons, mais le plan n'était pas clair. Donc, il y a eu certaines places qui ont vraiment réussi pour augmenter la représentation d'étudiants et d'étudiantes pour aller vers des programmes de maîtrise, doctorat, etc. Il y a eu d'autres places que ça a mieux fonctionné au niveau des employés pour les faire avancer, les employés administratifs. Mais c'est complexe une université parce qu'il y a différents grades de professeurs aussi. Donc, les avancées sont pas les mêmes dépendant des universités, mais le socle commun, c'était vraiment au niveau des chaires de recherche du Canada. Et ça a fonctionné parce que c'était une approche qui a vraiment été pensée de manière solide. Donc, il y a un décalage là. Donc, j'ai mon premier point, équité, diversité. Le Oui, deuxième mais point que je rapidement. mentionnais, c'était par rapport à l'inclusion. Et par rapport à l'inclusion, un décalage important qu'on peut voir, c'est que l'inclusion nous promet en fait qu'on va être respecté, qu'on va être valorisé dans des endroits. Quand on regarde la définition, c'est vraiment d'avoir des actions concrètes et des efforts intentionnels pour arriver à ça. Mais c'est difficile pour les gens de croire à cette partie de l'inclusion parce que on a d'un côté, en 2020, on a eu des études qui ont démontré que les microagressions, ça causait des problèmes de santé mentale, que c'était important de s'y attaquer pour réduire tout ce qui est anxiété, dépression au travail et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu des initiatives pour créer des sentiments d'appartenance. Donc, ça a fonctionné à certains niveaux et je pense qu'il y a des beaux succès par rapport à ça, notamment quand on pense au groupe de ressources employées dans les organisations qui donnent vraiment ce sentiment d'appartenance-là, notamment les initiatives pour faire progresser les personnes de différents groupes. Et d'un autre côté, on a le backlash qu'on est en train de vivre. Moi, je pense, j'ai travaillé avec tellement d'organisations que vous n'allez pas pouvoir savoir c'est qui, une chance, mais il y a une des organisations qui avait des beaux plans EDI et il y avait un problème aussi banal et aussi brutal que OK, on a des formations, on a des belles affiches et tout ça, mais on entrait dans les toilettes, les employés s'insultaient, il y avait des commentaires dégradants envers les personnes noires et ça, je me suis dit, ben ça, on a un raté ici. Donc, ça se comprend. D'un côté, on réussit, d'un autre côté, on ne réussit pas. Donc, il faut se dire les vraies choses. C'est pour ça que j'apporte une partie nuancée et je vais faire plus vite dans mon dernier Oui, point. parce que je veux Oui. aller avec les autres. D'accord, donc je peux C'est-à-dire, revenir oui, après. je retiens ça. Je retiens il y a encore ces écarts-là. Oui. J'entends des écarts institutionnels, j'entends des écarts liés à l'accès à l'emploi. Je veux donner la parole à Madeleine. Est-ce qu'il y a encore des écarts? La question est très mal partie là. Parle-moi des écarts économiques.
Alors là, ça c'est un très bon point, Oui. merci. Mais d'ailleurs, remerciement rapide, Tania, Allen, pour cette conversation et surtout le fait que cette conversation, elle ait lieu à l'université. Donc, je trouve qu'on est privilégié au Québec, au Canada, de pouvoir avoir ce type de conversation dans nos universités. Ceci étant dit, quand on parle justement d'écart, de décalage, au niveau économique, moi, j'aimerais beaucoup que maintenant on puisse parler d'inclusion économique. Parce que c'est ça le défi qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a cette économie à deux vitesses qui fait en sorte que certains groupes, et souvent les groupes marginalisés, n'ont pas les mêmes accès économiquement que d'autres. Maintenant, à des enjeux spécifiques, il faut des réponses et des solutions spécifiques. Et on a vu, donc moi, je vais être de l'autre côté du balancier avec justement, exemple, le programme pour les entrepreneurs noirs du Canada. Le programme des entrepreneurs noirs du Canada, c'est 29 000 entrepreneurs qui, grâce à ce programme, ont été en mesure d'obtenir du financement pour faire croître leur entreprise. Et lorsqu'on parle de croissance, c'est des retombées économiques pour le pays. Donc, ce sont des mesures comme celle-ci qui permettent de réduire justement cet écart qu'on peut voir dans les communautés et pour pouvoir justement propulser les entrepreneurs issus de la diversité et dans ce cas-ci, de la communauté noire. Wilson Saint-Elmy, qu'est-ce que ces écarts qui ont été cités par Marie-Lou et Madeleine, qu'est-ce que ça nous dit sur l'effectivité réelle du droit à l'égalité? Parce Oui, que là, alors, sans conteste, il y a un problème avec le droit à l'égalité. Qu'est-ce que ça nous dit? je vous répondrai par une parenthèse. Je signale que mes propos dans les cadres de ces débats ne concernent pas un procès ni de l'édit, ni de l'inclusion, ni de l'équité. Je ne suis ni pour ni contre ce soir. Je me positionne comme un chercheur qui apporte les faits sur la table. Il y a une rupture qui s'est faite en 2020 après l'assassinat de George Floyd. Il faut savoir ce qu'on avait avant et ce qu'on a après. Ce que je cherche à faire dans mes travaux, ce n'est pas de poser la question sur les intentions, c'est surtout de réfléchir et de faire de la recherche sur les effets structurels réels des programmes dédiés. Donc, cette démarche m'a amené à examiner systématiquement 40 instruments des politiques institutionnelles à tous les niveaux au Canada, fédéral, provincial, municipal, québécoise, professionnelle, y compris les barreaux, y compris les universités. Pour être court, il y a 4 constats empiriques qui se dégagent des programmes dédiés. La persistance des écarts socio-économiques structurels, malgré les investissements, malgré les chiffres, les écarts structurels n'ont pas bougé d'un iota de 2020 à 2024, supportés par les statistiques des Statistiques Canada. Deuxième chose qu'on a constatée, le centre de gravité se déplace à partir de l'assassinat de George Floyd, du juge vers le gestionnaire, c'est-à-dire de l'égalité comme phénomène justiciable à l'équité. D'ailleurs, le changement de paradigme n'a pas utilisé le « et » pour égalité. Le paradigme a choisi sciemment d'utiliser l'équité. Autrement dit, on a marginalisé les droits pour prioriser sa doublure qui s'appelle les droits doux. Un droit doux, un droit compassionnel, mais un droit qui n'est pas un droit créance. On a constaté ces déplacements de gravité à partir de la mise en place de certain nombre de programmes. Ça a eu 2 conséquences. Et mes collègues ont validé encore ces données.
Je vous en félicite puisque ça exprime une connaissance intime du système. Donc, vous parlez de l'intérieur et pour moi, c'est un matériau de première qualité. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Le troisième constat nous dit qu'il y a une économie morale de la discrimination systémique qui s'est mise en place. Ça, c'est le troisième constat empirique. Le quatrième constat, c'est que concomitamment, il y a émergé une économie industrielle de l'équité. Autrement dit, l'équité est devenue un phénomène qui souscrit, qui porte une logique strictement économique et industrialisable. Donc, je m'arrête là-dessus. C'est ça qui nous intéresse, nous. Le reste, on n'est pas contre l'équité. Merci, parce que j'ai vu tout de suite la transition vers le deuxième axe de discussion. Puis, entre nous, on a un petit tableau là, donc je vais souvent lever la main pour vous demander de respecter. Donc là, on le voit, et Wilson vient de le dire, les écarts, ils persistent. Malgré le cadre juridique, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il y a un problème d'administration de cette, je vais appeler ça quoi, de cette égalité. Donc, Wilson, gardez le micro parce que vous avez dit, il y a eu, ça bougeait, si j'ai bien noté, du juriste vers le gestionnaire. Du juge vers pardon. Le gestionnaire. Du juge vers le gestionnaire. Exact. OK. Est-ce que, parce que je vais demander à Marie-Lou et Maudelaine de nous ramener sur le terrain et de nous dire un peu si vous êtes d'accord avec ça, comment ça se matérialise. Mais concrètement, comment ça passe du juge vers le gestionnaire, d'après l'étude que vous faites? Ça se passe par quelque chose de très rusé finalement, parce qu'avant 2020, il n'y avait aucun régime institutionnel de gouvernance des ladies au Canada. Il y avait l'égalité, vous l'avez bien dit, notre pays a le cadre juridique, en tout cas un des cadres juridiques les plus touffus, les plus inflationnistes au monde. Cependant, le justiciable n'avait pas accès à l'égalité d'une manière systémique. La mort de George Floyd a créé ce qu'on appelle un momentum qui a fait en sorte qu'on a basculé. Oui, l'égalité juridique était là, il y a un cadre formel, le cadre n'en est pas appliqué, il n'est pas effectif, etc. D'accord. Cependant, avec l'avènement de George Floyd, il y a un basculement paradigmatique. On n'a pas supprimé nos dispositifs légaux. En tout cas, le cadre égalitaire n'a pas été supprimé. L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 1 et 2 de la Charte québécoise des droits de la personne, il suffirait d'appliquer ces deux textes-là, on n'aurait pas besoin de programme dédié, si vous pouvez comprendre. Si ces textes étaient effectifs, moi je parle d'un point de vue des juristes, si on avait appliqué systématiquement ces deux cadres, on n'aurait pas besoin de recourir à l'édit. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait en 2020? On a mis en veilleuse les mots égalité, le paradigme égalitaire, pour se focaliser sur le paradigme de l'édit, c'est-à-dire au centre du paradigme de l'édit, le concept opératoire, c'est l'équité. Donc, on a substitué d'un côté les droits égalitaires à une sorte d'investissement compassionnel dans l'éthique. Autrement dit, si vous voulez que je résume, j'ai un veston en cachemire et on m'offre à la place un veston en nylon. Autrement dit, j'ai un droit dur, j'ai un droit qui est justiciable devant les tribunaux. On a mis tout ça de côté et on m'offre de l'édit. Mais vous l'avez bien dit, madame, merci. Ce sont des indicateurs, ce sont des métriques qui ne sont redevables qu'au supérieur du gestionnaire qui s'occupe de l'équité dans l'organisation. Ce n'est pas opposable
quand on rate les cibles, il n'y a personne qui va rendre des comptes à personne, alors que j'ai un droit que je peux revendiquer devant le tribunal. Mais dans l'histoire, prenez l'histoire des États-Unis et puis je vais raccourcir. L'histoire du Canada aussi. Ce sont les juges qui ont appliqué les droits égalitaires. Ce n'étaient ni les politiques, ni les gestionnaires. Ça a toujours été les juges. Alors, si j'ai à choisir entre un droit qui est opposable et un droit qui est compassionnel, ou en tout cas, je ne parlerai pas de droit, c'est un non-sens, une normativité compassionnelle. C'est ça qu'on appelle l'économie morale de la discrimination systémique. Donc, je crois que la réflexion doit s'orienter vers les résultats décevants des deux phénomènes. Les droits n'ont pas réussi avant 2020. L'équité non plus n'a pas réussi à supprimer les écarts structurels. Il y a une leçon à tirer de tout cela, parce qu'avant, ce n'était pas mieux. Après non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Gardons ça pour la suite. Mesdames, est-ce que je crois comprendre, et peut-être que je me trompe, mais je crois comprendre que pour Wilson Saint-Elmy, le fait que l'EDI, vous me corrigez si je dis n'importe quoi, ne soit pas contraignante, fait en sorte que finalement, ça ne produise pas les résultats escomptés. Est-ce que j'ai bien compris? Si vous pouvez me répondre en un mot pour que les deux puissent réagir. En un mot, non, parce que je viens de vous dire non, que... dans le sens de j'ai pas compris, c'est ça? Voilà. Avant la mort de George Floyd, il y avait les droits égalitaires. J'ai dit également que si on appliquait les articles pertinents de la Charte canadienne des droits et libertés, c'est-à-dire l'article 15, où il y a 3 jurisprudences fondamentales qui règlent, la Cour suprême du Canada a posé les balises définitivement pour éradiquer la discrimination systémique dans notre société. Évidemment, ça n'a pas bougé. L'assassinat de George Floyd a créé un momentum. On a laissé les droits égalitaires, on l'a mis en veilleuse, et on l'a remplacé par l'équité. Les résultats sont tout aussi décevants. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. D'accord, donc c'est décevant. Madeleine veut dire quelque chose. Alors, merci Wilson pour les éclaircissements. J'apporterai un autre point de vue. Il y a des études qui ont démontré la pertinence et la force de l'EDI. Notamment, citons McKinsey, qui mentionne que lorsque les entreprises ont des pratiques, des saines pratiques en EDI, on a 39% en termes d'augmentation de leur performance. On parle également de créativité, que lorsque il y a cette diversité au sein des équipes, c'est plus de 19% en termes de créativité, donc d'augmentation de la créativité. Donc, l'EDI, les faits ont démontré que d'avoir des pratiques EDI dans une entreprise, ça a des bienfaits. Maintenant, ce qui se passe et ce qu'on voit en termes d'écart, c'est qu'il faut forcer. On n'a pas le choix que d'avoir justement des mécanismes qui permettent justement de forcer la machine à instaurer ces pratiques, parce que sinon, chasser le naturel, il reviendra au galop et on n'aura pas justement cette meilleure représentativité. Et ce sont les entreprises qui perdent à la fin, parce que comme je l'ai mentionné, en termes de performance économique, lorsqu'une entreprise a justement de l'EDI, des saines pratiques en EDI, la performance économique est plus forte. C'est plus fort. Un exemple comment dire ça, de processus ou de procédure qui vous permet, vous qui êtes sur le terrain, de forcer. Nous, directement, au niveau, parlons exemple du groupe 3737. Dans nos pratiques, ne serait-ce qu'au niveau de la diversité en termes d'équipe. Donc, on a cette diversité. Pourquoi? Parce que ce choc et cette diversité vient amener de la créativité, vient nous aider à faire en sorte que nos processus et nos procédures sont beaucoup plus performantes, qu'on est beaucoup plus agile dans nos pratiques. Mais ça, c'est à petite échelle de notre organisation. Mais c'est un constat qu'on fait dans les grandes organisations également, parce qu'on évite l'effet de la pensée commune. Lorsque tout le monde se ressemble autour de la table,
mais on risque d'aller tous dans la même direction. Mais lorsqu'il y a cette diversité de profils, ben à ce moment-là, ça vient aider au niveau de la créativité. Puis quand je parle de diversité de profils, uniquement le fait d'avoir plus de femmes sur les conseils d'administration, c'est 30%. Maintenant, on s'entend, par contre, je fais un aparté. Pour moi, les femmes, ce n'est pas de la diversité, d'accord? Parce que quand on est 50% de la population, on ne peut pas dire qu'on est de la diversité. Mais je ferme la parenthèse. Merci. Oui, merci. Merci. Marie-Lou, sur ce point-là, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose encore? Moi, je vais encore chercher l'expérience terrain. Ben, je crois que c'est important de clarifier certaines choses parce qu'on parle des intentions dans le titre et il y a différentes intentions. Bien sûr, là, on a vu le côté plus légal, mais ce n'est pas juste le côté juridique, le DI. Moi, j'ai un background en travail social quand même. Je pense qu'il y a des avancées au niveau de la société qui se font grâce à l'EDI. On est présentement dans un contexte où on parle à propos des communautés noires, juste d'être capable de nommer qu'est-ce qui nous arrive, d'être capable de passer de avant la mort de George Floyd, on ne pouvait pas en parler, c'était quelque chose qui était réservé aux organismes communautaires de militantisme à vraiment, je peux en parler, j'existe, on peut vraiment naviguer autour de ça. Donc, d'avoir ces plateformes-là, d'avoir les possibilités d'avoir du progrès pour les communautés noires, ça, je pense que c'est important. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas rendu directement à un 100% de où on voudrait être que c'est un échec, le DI. Le DI n'est pas parfait, mais je pense qu'elle a sa place, honnêtement. Est-ce que, avant que Wilson ne réagisse, est-ce que dans ta pratique quotidienne, Mhm. est-ce que tu as des moyens, un peu la même question que j'ai posée à Molaine, est-ce que tu as des moyens de contraindre, peut-être que le mot va faire Ouais. peur à certaines personnes, de forcer, alors on va dire Ouais, ça comme j'ai ça, la pour chance. que les choses avancent? J'ai la chance incroyable, quand même, dans le milieu universitaire, on a des leviers. L'initiative des 2R à l'Université McGill, c'est une initiative qui est financée par le Fonds Apogée Canada. Donc, en fait, le Fonds Apogée Canada, c'est un fonds d'excellence en recherche. Et pour avoir accès à ces fonds-là, il faut avoir un plan de EDI vraiment robuste. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce plan d'action-là? Toutes les initiatives de recherche Apogée Canada doivent absolument avoir, oui, les groupes d'équité traditionnels, mais il y a le groupe aussi des personnes noires, des personnes caribéennes et des personnes africaines. Donc, avec cette concentration-là, j'ai les leviers. Quand tu l'as dit, Cyril, dans ma biographie, je suis en train de développer un programme pour développer des stages, en fait, pour les étudiants et étudiantes noires qu'on ne voit pas nécessairement progresser dans certains domaines pour aller vers la maîtrise, mais d'avoir un stage rémunéré, ça me donne les leviers pour ça, définitivement, d'avoir cette contrainte. Et c'est une contrainte, oui, qui devrait être là ailleurs, mais même si elle n'est pas là à certains endroits, je pense qu'on avance quand même et il faut... est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Je pense que c'est important de dire oui, peut-être que si on avait une force à tous les endroits, on avait une contrainte un peu plus forte, peut-être ça l'arriverait, mais il ne faut pas oublier que le I dans EDI. Est-ce que la frappe comme ça de mettre quelqu'un, on l'a vu déjà des femmes noires qu'on met dans des grands postes, on les admire et puis on les détruit après. Moi, je ne veux pas ça honnêtement. Donc, c'est important de travailler avec la société aussi, d'avoir cette sensibilisation-là en même temps pour qu'on ait, oui, de la représentation, mais de la représentation qui reste là de manière pérenne aussi. Donc, tout à fait. Wilson, avant qu'on ne passe sur les, que j'appelle un peu les solutions, puisque ça a plus ou moins été ouvert, je voulais une petite réaction. Je voudrais peut-être revenir. Il n'y a rien de contradictoire dans ce que mes collègues viennent de dire. Mhm. Au contraire, ça valide les 4 constats. Il ne faut pas faire une focalisation seulement sur le premier constat, les écarts structurels. J'ai bien parlé d'une économie industrielle, de la discrimination systémique qui s'est installée chez nous depuis 2020. Et ça, c'est l'élément essentiel en ce qui me concerne. Nous sommes un État des droits démocratiques. Dans le cadre d'un État des droits démocratiques, il me semble que la citoyenneté, c'est une citoyenneté universelle. Ce qu'on a fait avec le XVIIIe siècle, la modernité.
Au nom de croire que quelqu'un a des droits démocratiques, des droits individuels, constitutionnels, et qu'on rétrograde ces droits dans une sorte de normativité douce, compassionnelle. Est-ce que la société progresse? Ça, c'est une première question essentielle. Mais quand on fait l'analyse industrielle de cette économie morale de la discrimination qui s'est installée à partir de 2020, on les voit. On voit les intermédiaires, on voit les flux financiers, on voit les indicateurs, on voit les logiques organisationnelles. Mais moi, je parle d'une rationalité néo-gestionnaire qui s'installe dans notre société. Cela ne se limite pas, je suis désolé de vous dire cela, au programme EDI. Le programme EDI, c'est une application locale et sectorielle de cette logique sociétale qui consiste à remettre à des hommes d'affaires, à des entrepreneurs, à des gestionnaires, à des administrateurs des droits démocratiques que nous avons acquis au terme des longs combats, au terme d'un long processus historique. Est-ce que c'est du progrès? Est-ce que c'est de la régression? Est-ce que c'est du recul? Moi, ma problématique, elle est là. Comme juriste, je ne peux pas passer à côté de cette problématique. Effectivement, nous avons constaté, quiconque ici fait de l'économie, allez prendre le programme PED et PEB du gouvernement fédéral, appliquer la grille des porteurs à ce programme-là et d'emblée, vous avez A+. Appliquer la grille des maçons, SPC, économie industrielle, vous avez tout actuellement. Il y a même une logistique. Les deux modèles confirment l'émergence de cette économie industrielle de la discrimination. Autrement dit, il y a des professionnels, il y a des intermédiaires, il y a même des centres qui donnent de la formation, etc., destinés à faire fonctionner cette nouvelle économie de la discrimination. Moi, je préfère rester dans la conflictualité au niveau du droit, au niveau de la justiciabilité. On bascule dans une gouvernance par instrument et par ce qu'on appelle la gouvernance par les nombres. Des nombres, vous pouvez m'en donner toute la soirée. Ça confirme les thèses que nous avons devant nous et les constats que nous avons devant nous aussi. Tout est là. Mais allez sur le site du gouvernement fédéral, vous allez voir qu'il y a 820 personnes, 820 entreprises qui ont obtenu 70 millions. Mais pourquoi, M. Cyril, avant 2020, la démographie afrodescendante, 5% d'augmentation. Éducation, plus élevée que la moyenne nationale. Emploi, hausse en valeur absolue, ça c'est Statistique Canada. Je vous mets au défi de me trouver dans les agrégats socio-économiques des Statistiques Canada un progrès structurel depuis 2020 avec le milliard de dollars que nous avons investis dans les DI au Canada. J'ai juste une question avant qu'on ne passe vraiment à la troisième partie qui consiste justement à trouver un peu les solutions. Vous avez dit vous-même, Wilson, vous avez dit le droit n'a pas marché, l'équité n'a pas marché. Mais lorsque vous dites aujourd'hui qu'on a rétrogradé la citoyenneté, je n'ai pas le mot exact, je n'ai pas eu le temps de noter exactement votre phrase. Est-ce qu'il n'y a pas là comme une contradiction? Non, il y a une question qui se pose à la société tout entière. Comment se fait-il que malgré les dispositifs légaux et égalitaires que nous avons dans notre société sur papier, c'est-à-dire le droit formel… Sur papier, vous dites, hein? On est d'accord, oui, sur papier. Le droit formel, oui. OK. Je l'ai bien précisé. Le Canada, sur le plan interne, a un régime juridique égalitaire parfait. En plus de ça, notre pays a souscrit et adhéré au droit international contraignant et au droit international facultatif également, c'est-à-dire les fameuses conventions, protocoles, etc. Nous sommes partie prenante de tout cela. Fait une recherche de 60 pages là-dessus, il est là, les gens qui veulent consulter, vous pouvez consulter. On a recensé l'ensemble des instruments. On a recensé aussi ce qu'on a mis sur la table depuis 2020. Et on s'est rendu compte que voici les résultats. D'accord.
Mais c'est une réflexion que nous devons faire ensemble, pas en vase clos. Ce n'est pas un enjeu qui ne concerne que les communautés afro, ça concerne toute la diversité. Est-ce qu'on est en train de créer deux catégories de citoyens dans notre pays, ceux qui relèvent du droit et ceux qui relèvent de l'équité? Ce sont des questions fondamentales. On va se les poser, mais que répondez-vous à ceux, et vraiment ça va être ma dernière question, que répondez-vous à ceux qui vont vous dire, oui, on ne va pas créer quelque chose de spécifique aux populations noires, mais l'écart dès le départ est tel que on a trouvé des solutions qui accompagnent le droit, notamment l'EDI. Que leur répondez-vous? Je ne suis pas ici pour répondre Non, à je veux dire cette par question-là. rapport aux recherches. Hein, Mais je suis ici pour vous communiquer les résultats d'une recherche récente. Vous me posez une question, je vous dis oui, ça prend de la réflexion, c'est un sujet, c'est une problématique. Ce n'est pas une personne qui peut avoir la réponse à cette question. Si vous me demandez mon point de vue, mon opinion personnelle, je voudrais qu'on m'en fasse grâce, mais vous avez insisté, je vais vous le dire. Appliquons les droits. OK. Appliquons le droit. Ça me fait aller sur la Ça me fait aller sur la troisième partie, mais je reviens sur le fait que le droit, malgré son existence, n'a pas répondu à toutes les attentes. On a ramené l'EDI, qui aujourd'hui n'a pas réduit totalement il les a réduits, puisque vous avez parlé d'avance, pardon, il les a réduits un tout petit peu, mais il y a encore des écarts. La question, Wilson l'a posée dès le début, dès l'entame même de notre conversation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Non, je ne réponds pas, je vous laisse répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'y vais en Oui, premier? oui. OK. Je vois que tu trépignes. Moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps, honnêtement. J'ai une maîtrise en gestion de l'innovation sociale, donc je conçois l'EDI avec une approche d'innovation sociale. Et avec cette lentille d'innovation sociale, je vois qu'il y a eu peut-être quelques enjeux au niveau de la conception de l'EDI. Quand on parle d'une innovation, on parle de pensée conceptuelle, ce qu'on va appeler le design thinking en anglais. Donc, en fait, par rapport à ça, Madeleine, c'est sûr, tu connais ça, tu accompagnes les entrepreneurs. Donc, quand on a une idée, que ce soit de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, peu importe, il faut bien comprendre, premièrement, c'est quoi l'enjeu qu'on est en train d'attaquer. Ça, l'EDI, c'est complexe parce que, dépendant à qui on parle, on dirait qu'on ne parle pas de la même chose. Puis, vous voyez que jusqu'à maintenant, quasiment 6 ans après la mort de George Floyd, il y a des conseillers et conseillères EDI qui s'évertuent à clarifier qu'est-ce que ça veut dire équité, qu'est-ce que ça veut dire diversité, qu'est-ce que ça veut dire inclusion, parce que ce n'est pas clair. Donc, je pense qu'on n'a pas bien compris au niveau de la société qu'est-ce qu'on est en train d'attaquer. Ensuite de ça, quand on fait une innovation, il faut faire de l'idéation. Donc, quand on fait de l'idéation, on va se mettre ensemble pour voir avec d'autres personnes, pas seulement en silo. On va aller prendre des opinions de différentes parties prenantes pour faire en sorte que qu'est-ce qu'on va avoir comme proposition, ça va être solide. Donc, si je regarde l'EDI, ça aurait été intéressant qu'on consulte différentes personnes de différents groupes, que ce soit des personnes noires, des personnes de SLGBTQ+, peu importe, des personnes de différents niveaux dans les organisations. Si je pense aux universités, peut-être avoir pris l'opinion des professeurs plus réfractaires. Donc, pour faire en sorte qu'on ait des angles morts quand on crée cette innovation-là. La troisième étape, ça va être de faire des tests, donc de faire des itérations. Ça aurait été intéressant que peut-être, je parle beaucoup du milieu universitaire parce que je suis là présentement. Ça aurait été intéressant peut-être de faire le DI dans un projet pilote, dans une ou deux universités pour vraiment roder le produit fini. Quand on va dans n'importe quoi, que ce soit un spectacle qu'on aime, un show d'humour, la personne s'est pratiquée pour faire en sorte que ça ait un accueil favorable envers le public. Donc, ensuite de ça, une fois qu'on arrive à faire les itérations, on arrive à faire un pitch pour que ce soit adopté
au niveau de la société. Donc, c'est un peu contradictoire parce que moi, j'ai été formée comme gestionnaire de l'innovation sociale et j'ai cette pensée conceptuelle. Donc, j'essaie de mener tous les projets EDI que j'ai de cette façon-là et je pense que c'est pour ça qu'ils sont pérennes et robustes parce que j'implique différentes personnes. Mais le modèle en tant que tel, il devrait peut-être être repensé. Peut-être qu'on devrait être différentes personnes autour de cette question-là pour essayer de voir comment on fait progresser le DI à ce stade-ci. Je vais poser la question la même à Madeleine, mais pendant que tu parlais, je me demandais, quand tu dis il faut repenser le DI, mais c'est peut-être Tania qui répondra plus tard. Qui a pensé le DI actuel? Je jette ça comme ça, là, mais peut-être que c'est aussi une réflexion à avoir. Madeleine, entrepreneur, qui accompagne des entrepreneurs, que disent les entrepreneurs par rapport à l'EDI, dont ils se sont, du moins, sur lequel ils se sont appuyés pour avancer? Tu as donné des chiffres, même s'il y a encore des écarts, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Oui, alors c'est sûr que tout à l'heure, on a mentionné la mort de George Floyd, puisse-t-il demeurer en paix. Mhm. Il y a le avant George Floyd, après George Floyd. C'est un peu comme avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette ligne qui a été tracée. Maintenant, quand on parle aux entrepreneurs, donc sur le terrain, ils sont mieux maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des sources de financement qui sont dédiées et qui répondent à certaines problématiques qui sont vécues. Maintenant, est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. La perfection n'existe pas dans ce bas monde. On s'améliore. Ceci étant dit, on est beaucoup mieux maintenant. On a 3400 entrepreneurs qu'on accompagne. Ces entrepreneurs-là ont généré 200 millions de chiffres d'affaires, ont créé plus de 1900 emplois. Mais sans ces programmes, ces chiffres ne seraient pas là. Et ça, c'est une contribution économique qui a un ricochet social. Parce que lorsqu'une communauté s'élève, lorsqu'un entrepreneur s'élève, c'est toute une communauté qui s'élève et c'est une communauté également qui se responsabilise et qui réinvestit dans sa communauté. Maintenant, moi, l'avenir, je le vois différemment. J'aimerais qu'on rajoute un autre E après le I pour faire de l'inclusion économique. Parce que pour moi, maintenant, c'est ça l'enjeu. On devrait plus parler d'inclusion économique parce qu'il y a des écarts qui sont vraiment très, très prononcés. Et la catégorie d'individus, c'est là que je la vois. Il y a des individus qui ont comme, désolé l'anglicisme, un fast track pour aller plus rapidement, et il y en a d'autres, mais qui trament. Mais cet écart-là, ça commence en plus en fonction de ton code postal. Donc là, c'est ailleurs là que de ta nationalité. Il est vrai que, encore une fois, certains codes postaux, on a certaines communautés à majorité dans certains codes postaux. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait encore que ces écarts s'amplifient. Donc, moi, j'aimerais maintenant qu'on puisse plus parler d'inclusion économique. Parce que la diversité, on a compris, l'équité également, on a compris, mais maintenant, qu'en est-il de l'inclusion et surtout de cette inclusion économique? Et aussi que, tout à l'heure, on parlait d'intention. Mais là, on le voit, hein, avec ce qui se passe dans le Sud, on voit que ça s'essouffle un peu. Et ça va. De mon côté, je suis comme, c'est parfait. Les gens qui croient vraiment et qui ont compris, parce qu'en effet, ce n'est pas tout le monde qui avait compris. Pour certains, c'était un checklist pour se donner bonne conscience, être un bon citoyen corporatif. Mais ceux qui avaient réellement compris et qui voyaient la valeur, qui voyaient l'impact, on voit qu'ils investissent encore plus. Il y a certaines organisations qui ont décidé de rajouter des montants dans leur programme pour mieux soutenir. Donc, on voit vraiment que ceux qui veulent vraiment, ils le veulent, ils avancent et ils se donnent justement la force, la capacité de leur ambition pour pouvoir faire la différence. Et nous, c'est avec ces gens-là qu'on va marcher. Euh, je voudrais, de par vos profils, c'est sûr qu'on parle beaucoup, là tu l'as dit, inclusion économique, donc on parle d'entrepreneuriat. C'est sûr qu'on parle de communauté noire de manière générale. Je voudrais peut-être vous faire sortir un peu de vos zones bien spécifiques parce que cette EDI-là, c'est, oui, les universités, on est à l'université. Tu en as parlé, mais qu'en est-il non pas la situation, du moins non pas les écarts actuels, mais comment on sort de là, comment on réduit ça dans des milieux comme
pas d'autres milieux où on cherche des postes décisionnels. Wilson va prendre la parole là-dessus. Dans les médias, j'ai vu mon ami Dédi qui est en charge de l'EDI à Radio-Canada. Dans les médias, dans tous les autres secteurs où il y a encore ces écarts, est-ce qu'on fait aussi du design thinking, comme tu as utilisé, si j'ai bien compris? Est-ce qu'on y va aussi comme ça? Wilson, je sais que c'est le droit, mais quelque chose quand Je même vais, pour nous. c'est très courant. Dans cette économie industrielle de la discrimination systémique, qu'est-ce qu'on remarque? Les communautés jouent leur propre mise en scène. Les membres des communautés sont en exhibition. Je prends un exemple. J'ai déposé sur mon compte LinkedIn les 4 constats dont je vous ai parlé et j'ai reçu une mine d'or ce matin. Il y a un journaliste qui m'a envoyé une photo de Air Canada d'Halifax, qui a une belle photo. Il y a un pilote noir et des hôtesses de l'air noires engagées par Air Canada. Ça, c'est exactement la même chose de ce qui s'est passé au début des années 50, où on faisait des expositions en Europe en exposant des Indiens et des Noirs. C'est exactement la même chose, sauf que d'une manière symbolique, c'est moins répuyant, excusez, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une mise en scène, une esthétisation du droit. Le citoyen n'est plus un citoyen qui a des créances. Exemple, dans les cabinets d'avocats, c'est un grand cabinet d'avocats. Lorsqu'on engage un avocat noir, certains collègues vont dire on a un avocat de la diversité. Vous voyez comment est-ce qu'il y a tout un vocabulaire qui s'est développé autour de ça et chaque leader de la communauté qui a réussi dans un domaine donné, il est en exposition. C'est quoi cette affaire de mettre en scène dans une société des droits démocratiques des individus parce que la personne a trouvé un job? Est-ce que le fait d'avoir un travail dans une société démocratique devait être un instrument pour une entreprise de se faire de la légitimité sociale? Vous êtes-vous posé la question? Moi, je ne suis pas juste je ne suis pas avocat, je suis un juriste. Je fais de l'épistémologie. J'ai étudié dans plusieurs branches des sciences humaines. Je ne vais pas parler de mes diplômes, mais je suis capable d'avoir une vue interdisciplinaire des choses. C'est ce que je fais dans ma recherche. On a remplacé la redevabilité, la contrayabilité, le droit par la performativité, par des indices, par des indicateurs, par des instruments. On m'en a donné plein la vue ce soir. Et le ministère qui s'occupe, le ministère de l'Innovation, du programme PED et PEB, vous allez voir des indices à n'en plus finir. Combien de Noirs auxquels on a donné des prêts de 60 000 pour partir en affaires et développer leur économie, créer les richesses dans la société. 820 prêts pour 70 millions de dollars. Mais ce qui importe, ce n'est pas l'impact réel de ces prêts-là. Ce qui importe, c'est les chiffres, les nombres de personnes qui ont obtenu un prêt. On a qualifié des organismes. Je vous parle, peut-être vous êtes de proximité avec la communauté haïtiano-québécoise. La communauté montréalaise haïtiano-québécoise a récupéré ce que mon collègue Sauveur Pierre-Étienne avait taxé d'Haïti des républiques des ONG. Maintenant, dans la communauté afro-haïtiano-québécoise, il semble qu'il y ait autant de ONBL que de citoyens. Donc, cette population, cette démographie d'ONBL, c'est la réalisation la plus spectaculaire du programme PEB et du programme PED. Les chiffres sont là pour les démontrer. Permettez que je pose une question, que je vous pose une question. Vous dites on a remplacé, comment dire ça, le droit par, moi je vais utiliser ça avec mes termes, par l'EDI. Est-ce que vous comprenez que même si on veut faire les changements par le droit, ça prend un temps fou? C'est vous-même qui avez dit que des lois existent depuis de nombreuses années, que ça prend un temps fou et que pour, excusez-moi si mon langage
change au fur et à mesure du débat. Je commence à être familier là un peu, que ça prenne un temps vraiment, voilà, un temps long, alors qu'il faut réduire, il faut solutionner des choses immédiatement. Donc, on met en place l'EDI et que des gens se servent de ça pour faire avancer les choses. Parce que, dites-moi encore, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression, et vous l'avez dit à un moment donné quand vous avez dit, vous, on n'utilise que le droit, et le dernier propos que vous venez de nous sortir me donne l'impression que pour vous, l'EDI, finalement, ne sert pas à grand-chose. Après, je vais Oui, laisser j'avais mes deux j'avais bien dit spécialistes. que je ne suis pas ici pour faire le procès de l'EDI. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a le droit que l'EDI n'a pas un rôle à jouer. OK. L'EDI devrait avoir un rôle auxiliaire, pas un rôle primordial et fondamental. Vous estimez que c'est primordial? C'est les concepts opératoires au moment où l'on se parle. Pensez la même chose? On sort de là? J'aimerais apporter certaines nuances importantes parce que je pense qu'on a mis en opposition certaines choses, mais sur le terrain, je ne vois pas ça nécessairement. Peut-être c'est l'approche plus de chercheur qui a parlé, mais quand on oppose l'égalité à la performativité, oui, j'ai donné quelques chiffres pour démontrer scientifiquement où ce qu'on s'en va. Donc, oui, il y a eu du progrès de ce côté-là. Mais il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à mettre dans des documents qui font avancer la société. Quand on donne une formation, présentement, il y a une alternative aux formations que je fais. Je rencontre chaque professeur. On a 100 professeurs associés à D2R. Je les rencontre un à un. On est ensemble, on décortique leur projet de recherche, puis on regarde ensemble où est-ce qu'on va intégrer de l'EDI dans la conception de leur recherche et dans leur laboratoire de recherche. Ça, c'est incroyable. Ça ne va pas être démontré dans une statistique, mais ça va nous montrer qu'on avance. Donc, ça, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des oppositions qui peuvent être un peu simplistes, selon moi, mais il y a des nuances pour démontrer qu'on avance quand même et qu'il y a une importance à le dire. Madeleine, un dernier mot en... Et à cela, je rajouterais, oui, rapidement, que il y a des faits. Il y a des faits. Si on parle aujourd'hui à des entrepreneurs, puis on en a dans la salle, ils vont le dire. Oui, grâce à ces programmes-là, ça a eu un impact concret dans ma vie. Ça, on ne peut pas, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'on peut faire plus? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on peut avancer la question? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on peut repenser? La réponse, c'est oui. Vous voyez la tendance? C'est oui, oui, oui. Ceci étant dit, sommes-nous mieux maintenant qu'on l'était avant? Selon moi, c'est un oui, et c'est un oui ferme, et on doit bâtir sur ces acquis pour avancer. Je souhaite, parce que je porte le chapeau de maman, je ne souhaite pas que mes enfants aient à rediscuter de ces enjeux-là. Il faut qu'on passe à un autre débat. Et ça va passer justement par la résolution de cette définition pour qu'on puisse passer à autre chose, pour que les générations qui suivent n'aient plus à se questionner et qu'on n'ait plus... On va avoir des débats parce que les débats font avancer la société, mais pas celui-là. Merci beaucoup. Vous allez rester encore un tout petit peu avec moi. J'ai fait ma modeste part, mais dans le public, je suis sûr qu'il y a des questions beaucoup plus pertinentes que les miennes. Si tu me permets 30 secondes. Ouais. Il n'a jamais été question dans mes propos de dire qu'il est DI. D'ailleurs, j'avais averti le public que mon point de vue n'est pas là. La seule chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention, c'est que vous avez des statistiques. C'est correct. Moi, je me sers des statistiques qui sont significatives pour mon propos. De quoi je parle? Je parle des cas structurels. On peut avoir plus d'emplois, mais avoir plus d'emplois ne veut pas dire que les écarts structurels, c'est-à-dire la racine même, le visage empirique de la discrimination systémique, ça ne veut pas dire qu'il est éradiqué. Ce sont ces statistiques-là, ces agrégats-là, ce sont ceux-là qui importent. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas n'importe quel chiffre, c'est subtil ce que je suis en train de te dire. Mais la discrimination systémique aussi, si les juges ne sont pas parvenus, malgré la jurisprudence, à l'éradiquer, ça veut dire que c'est un phénomène qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un phénomène qu'il ne faut pas aborder avec un paradigme strictement économiciste, compassionnel.
à mon expérience, et je l'avais mentionné l'année dernière, M. Charest a expliqué dans une conférence que je trouve très significative et très signifiante pour notre propos. Qu'est-ce que M. Charest a dit? Il a dit, quand je suis entré en fonction, j'ai appelé mon équipe, je leur ai dit, je veux 50% de femmes au sein des conseils d'administration. Après 1 an, il a appelé son directeur du secrétariat exécutif, ce ministre, il a posé la question. Et puis, où est-ce qu'on en est avec la question de la parité homme-femme au sein des conseils d'administration? On lui a dit, on a fait des efforts gargantuesques, Monsieur le Premier ministre, on n'a pas pu trouver de femmes pour combler les postes. What? Monsieur Charest a dit, écoutez, vous n'en avez pas trouvé. Je vais demander à l'Assemblée nationale de voter une loi pour vous obliger à le faire. Vous savez quoi? Après 1 an, il a dit, j'avais 2 fois plus de candidates que je pouvais en avoir besoin. Vous voyez la nuance? Dans les années 70-80, les Québécois francophones échouaient systématiquement les examens d'accès à la haute fonction publique du Canada. Le gouvernement Trudeau s'en est rendu compte. Ils n'ont pas fait d'édit. Ils ont voté des lois et ils ont obligé l'administration à appliquer ces lois. Nous avons des solutions historiquement qui ont été mises en œuvre pour rectifier des problématiques structurelles. Pourquoi alors on n'épuise pas dans ces répertoires pour résoudre ces problématiques-là? Merci. Ouais, non, moi c'est fini. Je vous donne plus. C'est le public avant qu'on ne me tue. Alors, il y a... Ok, ça se passe comment? Vous avez des micros, c'est ça? Je crois que le premier doigt que j'ai vu, c'est Madame ici, oui, c'est ça. Bonsoir. Choisi, Bonsoir hein? tout le monde. C'est ça? C'est je- moi qui choisis? Oui, vous vous présentez, Oui, si c'est ok. voilà, une question courte. Alors, ouais. bonsoir tout le monde. Magnifique panel, une discussion très riche. Mon nom, c'est Célia Koulibaly. Je vais peut-être apporter un point de vue d'une perspective corporative. Je suis analyste en placement avec une spécificité ESG. Donc, pour ceux qui connaissent un peu plus, j'analyse les stratégies des entreprises d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Donc, social, ça inclut une partie de DEI. Et ce que je voulais dire pour en revenir à votre point sur les indicateurs ou les leviers d'influence, je pense que les investisseurs aussi, parce que je suis analyste en placement, donc les investisseurs ont un levier également pour inciter ou forcer, entre guillemets, les compagnies à adopter déjà peut-être pas de meilleures pratiques, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais de meilleures pratiques en termes de stratégie EDI. Et en fait, il faut frapper là où ça fait mal, donc aux poches. Donc, quand on met une compagnie devant le fait accompli ou qu'on leur fait comprendre que si les stratégies, s'ils ne s'orientent pas vers une bonne une orientation, on ne serait peut-être pas intéressé à investir dans cette compagnie-là à l'avenir. Donc ça prend du temps, parce que c'est une relation on appelle ça l'engagement corporatif. Donc ça prend du temps pour qu'une compagnie se retourne et adopte ces meilleures pratiques-là. Mais je voulais juste dire que les investisseurs ont jouent un rôle quand même important dans ce domaine. Et quand je dis les investisseurs, c'est en développement, en finance durable. Hein. Et j'ai eu une partie justement de mon rôle, c'est d'avoir des engagements avec des chefs d'entreprise, de grosses compagnies. Donc quand on les met devant les faits accomplis, on leur demande de plus de transparence, ils commencent à comprendre qu'on les regarde et que just walk the walk, comme on dit. Mais ça marche, il y a du travail, mais pour moi, c'est un levier important. Et pour en revenir, c'est vite fait, je ne vais pas monopoliser la conversation. Oui, Au conseil d'administration, j'ai l'impression que dans notre communauté, accéder
au conseil d'administration, moi, sincèrement, je peux dire que c'est en étant venu au Canada que le concept même d'intégrer un conseil d'administration m'est venu à l'esprit. C'est pas quelque chose, je pense, un sujet qu'on aborde régulièrement dans nos communautés. Et c'est par rapport à mon travail que je vois que le conseil d'administration, c'est vraiment important, parce que c'est là que part la culture de la compagnie, etc. Donc, je pense qu'au niveau de notre communauté, il y a du travail éducatif aussi à faire au niveau de l'accès. Parce qu'on se plaint, il n'y a pas assez de diversité au niveau du pourcentage, mais si on n'est pas au courant que ces opportunités-là existent, on ne peut pas nécessairement y accéder. Donc, il y a tout un travail. C'est ça. Donc, ouais, l'accès au poste décisionnel, c'est plus un commentaire. Donc, on va aller. Merci, Célia, merci beaucoup. Je pense, monsieur ici, oui. Oui, bonsoir et merci pour les échanges. Mon nom est Claude Dagenet, je suis conseiller en innovation ici à l'Université de Montréal, au vice-rectorat à la recherche et à l'innovation. On a mentionné au début qu'on était privilégié d'avoir le discours ce soir dans une université. Je vais mettre une hypothèse, puis après, j'ai une curiosité par rapport au phénomène George Floyd. Je suis issu de la communauté 2S LGBTQ+. Je vais mettre l'hypothèse qu'on a eu une explosion de reconnaissance des diversités et possiblement une surcharge à ce niveau-là, et c'est une grosse courbe d'apprentissage. Le privilège qu'on a, c'est d'être dans un environnement où on est curieux et sensibilisé à un niveau nettement supérieur, je pense, que d'autres situations ou d'autres réalités dans la société québécoise. Donc, j'émets l'hypothèse qu'à un moment donné, le Québécois moyen ou le Canadien moyen a été surchargé. Même moi, je ne suis plus les lettres de ma propre diversité d'appartenance, de préférence sexuelle, parce qu'il y a eu une explosion. Je me demande si c'était, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il y a eu une certaine fatigue puis une grosse courbe d'apprentissage, puis à un moment donné, peut-être une certaine forme d'abandon. Vous pouvez réagir à ça. Ma deuxième question, puis c'est peut-être une question que je qualifierais de niaiseuse, mais comme Canadien, je me dis, on n'est pas aussi pire que les Américains en termes de ce qui se passe avec les gens racisés, en reconnaissant qu'on a fait des choses pas correctes dans le passé. Je vous pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un phénomène américain a un impact transfrontalier aussi important? Puis je pense que c'est peut-être relié à une question identitaire qui vous appartient puis que je ne comprends pas bien. Je ne sais pas si vous saisissez le sens de ma question. Tout à fait. Merci beaucoup. Qui veut répondre, Marie-Lou? Je pense qu'il y a deux questions ici. Donc, oui, il y a une fatigue émotionnelle, bien sûr, mais avec l'explosion de tout ce qui s'est passé après la mort de George Floyd, avec les plans EDI, il y a des gens tellement engagés. Donc, oui, il y a différentes choses à gauche et à droite. Ça peut être dur à suivre, mais je pense qu'il y a un mouvement, puis c'est important qu'il soit là. Peut-être il va falloir trouver des solutions pour mieux communiquer certaines choses. J'essaie de collaborer tellement souvent avec nos collègues aux communications à McGill quand on a différents événements pour qu'il n'y ait pas de duplication, des choses comme ça. Mais je pense que c'est quand même important, toutes ces voix-là qui se lèvent, même s'il y a différentes choses en même temps. Et d'un autre côté, moi, la semaine passée, j'ai donné une formation sur le racisme anti-noir dans la recherche en santé et je mentionnais comme quoi il y a tout un historique caché des personnes noires dans mes cours au secondaire, dans mes cours au primaire. On nous a juste parlé du Underground Railroad pour se rendre vers le Canada où il n'y avait pas d'esclavage. Ça, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a eu de l'esclavage au Canada et ça, on dit oui parce qu'on est sensibilisé dans la salle, mais je vous jure, je ne suis pas capable d'avoir le même dialogue où les gens acquiescent à ce que je dis parce qu'il y a une certaine confusion, étant donné qu'on nous a caché certaines informations de notre passé. Donc, j'ai vraiment exposé dans cette formation-là le fait qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas nommées au Canada, mais qui sont existantes. Le fait qu'on ne les nomme pas, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de vivre qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis, mais il faut voir qu'il y a certaines subtilités. Il y a certaines choses que les personnes noires elles-mêmes ne comprennent pas qu'elles vivent jusqu'à temps qu'il y ait eu vraiment
un milieu toxique où elles ont eu beaucoup de microagressions, puis là, tout devient clair devant elles, ben, il y a des choses cachées, donc il ne faut pas minimiser ces choses-là. Donc, je vais m'arrêter là, mais je pense que ça ajoute un petit peu à votre réflexion. Madeleine, un mot sur la fatigue ou l'émotion Juste transfrontalière. Oui, juste rapidement, je dirais que oui, c'est vrai qu'on on se compare, on se console, mais en même temps, il faut quand même regarder dans son angle mort. Parce que ce qui se passe peut arriver et peut arriver beaucoup plus rapidement. Donc, il faut rester aux aguets. Ceci étant dit, encore une fois, je pense que le discours doit maintenant évoluer. Parce que oui, il y a cet essoufflement, puis il y a une raison pour laquelle il y a cet essoufflement. Donc, je reviens encore une fois, l'inclusion économique, pour moi, c'est quelque chose qui m'habite. C'est vrai, parce que c'est, on doit, là, il faut passer à l'autre étape aussi. Je pense qu'on est rendu là sans nécessairement, encore une fois, tasser du revers de la main. Mais c'est que là, il est temps qu'on puisse vraiment là s'enligner pour pouvoir avoir un impact qui est durable. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on ne veut pas des initiatives ponctuelles qui, ce qu'on appelle le feel good, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de permanent, de périn, qui reste dans le temps. Tout à fait. Merci. Non, pas de, une question. Oui, madame là-bas. Oui, c'est ça. Oui, vous, oui. Oui, c'est vous, oui. Okay. Moi, ma question, c'est... Allô? Voilà, là, on vous entend. Mon nom, c'est Noémie. Tout à l'heure, M. Wilson avait parlé du fait qu'on mettait en scène des personnes noires quand il y avait prenait place d'un nouvel emploi ou quoi. Mais moi, ma question, ma crainte, c'est un peu, est-ce que c'est pas pour permettre aux gens de se représenter face à ces personnes-là si on les met de l'avant? Parce que si on ne les met pas de l'avant, peut-être que les plus jeunes ne pourront pas savoir que y a des personnes qui leur ressemblent et qui occupent ces postes-là. Ou je comprends aussi le fait qu'on se dise que c'est un peu comme une exposition, qu'on mette ces personnes-là de l'avant pour pouvoir cocher le quota de X personnes qui occupent ce poste-là. Donc, je comprends un peu cette question-là, mais je ne sais pas trop comment me positionner face à cette réflexion-là. C'est pour Wilson, oui. Est-ce que la mise en scène, ce que vous avez appelé mise en scène, n'est pas quelque part, vous avez compris, je n'ai pas besoin de répéter. Ça confirme une des constats, c'est qu'effectivement, l'édit n'est rien d'autre qu'un moyen de légitimation sociale. Parce que pourquoi qu'on fait ça? On fait ça pour démontrer que l'entreprise tient à la diversité. On fait ça pour montrer que l'entreprise a en fait engagé un noir ou une noire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre d'une société des droits démocratiques. La société des droits démocratiques, c'est l'égalité universelle. Est-ce que si on engageait une Française, une Italienne ou une Québécoise, est-ce qu'on ferait de l'exhibitionnisme avec à chaque fois qu'on en engage un? Pourquoi des femmes noires se font mettre en exhibition parce qu'on leur a donné un poste? Un poste dans un secteur où ce n'est plus vraiment quelque chose d'hyper prestigieux que d'être hôtesse de l'air, être pilote d'avion. Mais à un moment donné, il faut comprendre deux choses. Ça, je vais aller peut-être un peu plus loin. Vous savez, il y a l'éthique déontologique, il y a l'éthique de la responsabilité. Entre les deux, il y a l'éthique de la conviction responsable. Lorsque l'on a converti les programmes EDI en éthique de la responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise, lorsqu'on a décidé de faire ça, on est dans une démarche utilitariste. N'est-ce pas vrai qu'Emmanuel Kant a dit, en toutes circonstances, en tout temps, en tout contexte, chaque être humain doit être considéré comme une fin en soi. Eh bien, grâce au programme d'EDI, les communautés racisées sont devenues une ressource de légitimation institutionnelle et corporative.
Êtes-vous à l'aise à jouer ces jeux-là? Sentez-vous confortable d'être utilisé comme une ressource? Êtes-vous un intrant dans la stratégie de l'entreprise? Vous servez à tout ça. Ça me permet de répondre à votre question en partie, parce qu'on ne m'a pas donné la chance d'y répondre. Oh non, je Ce que vous avez dit, monsieur, je vous félicite pour cette question-là. Savez-vous le combat du droit? Les combats du droit qu'on mène et que moi je mets de l'avant, c'est précisément pour éviter les syndromes des Afro-Américains que ça s'installe chez nous. Pourquoi? Que s'est-il passé dans les années 60? Il s'est émergé un certain nombre d'entrepreneurs dans la communauté noire aux États-Unis qui ont fait alliance dans une sorte d'économie morale également de l'égalité. Et aujourd'hui, on voit encore les Afro-Américains vivent avec les mêmes problématiques auxquelles ils avaient fait face collectivement. Je ne veux insulter personne. Quand on parle d'économie industrielle, de la discrimination systémique, on est dedans. Des entrepreneurs, une demande, du financement, la rivalité, de la concurrence. Vous prenez la grille des porteurs, vous le plaquez dessus et vous voyez avec des lentilles, monsieur. Et c'est vers ça qu'on s'oriente si on ne fait pas attention. Si on ne retournait pas au droit pour développer une culture des droits citoyens, des droits créances chez nos jeunes, chez les nouvelles communautés que nous recevons. Moi, je n'ai jamais payé d'impôts ailleurs. Je n'ai pas d'autre pays. Mon pays, c'est ici. Depuis 40 ans, je travaille, j'investis dans ce pays-là, j'étudie dans ce pays-là. Je voudrais que notre société soit à l'image du droit que nous sommes donnés collectivement. C'est ça mon rêve. Je ne suis ni contre, ni pour. Je suis seulement un militant pour la société des droits démocratiques qu'on veut se donner, qui existe sur papier et que je voudrais voir se matérialiser de mon vivant, de votre vivant, de notre vivant. C'est pour ça que je fais ces études-là. C'est pour ça que j'interpelle. Parce que le bateau, en tout cas l'avion de Lady, qu'est-ce qu'elle fait? Elle embarque, c'est pas elle, Lady embarque dans la société telle qu'elle est. Elle ne tient pas compte, Lady, de tout ce qui s'est passé historiquement. On prend pour acquis que la société telle qu'elle est, nous devons l'accepter et embarquer dedans sans qu'il y ait une justiciabilité historique. Pas de réparation, pas d'éradication, pas de suppression, seulement la gouvernance douce, la régulation douce de toutes les inégalités systémiques qui se sont accumulées dans nos sociétés, y compris pour les autochtones. C'est ce jeu-là qui est en jeu actuellement. D'accord? Merci Wilson. Là, Wilson vient d'ouvrir. Là, je m'adresse au CECAM et à l'Université de Montréal. L'année prochaine, je pense qu'on a besoin de 3 heures de plus. Malheureusement, j'ai le rôle ingrat. Je vais juste prendre 3 questions. Je sais qu'il y en a une ici. Il y a quelqu'un qui a le micro là-bas, puis il y a Tania ici à l'avant. Vous allez m'en vouloir, mais j'ai vraiment pas... Oui, c'est ça. Vous allez m'en vouloir, mais j'ai pas le choix. Sauf si le chancelier fait un clin d'œil, peut-être qu'à ce moment-là... Bon, voilà, il a dit non. Donc, oui, madame. Oui, bonsoir. Merci pour cette belle conversation. Ce soir, j'ai amené mes 2 filles qui vont l'année prochaine rentrer à l'université. Donc, pour moi, je trouvais que c'était important de les faire aussi assister à ce genre d'initiative qui va peut-être... C'est l'avenir de demain. Donc, il faut qu'elles commencent à comprendre ce qui se passe dans le milieu du travail, dans le monde. Donc, pour moi, c'était important pour elles qu'elles assistent à cette séance. C'est vraiment enrichissant de voir qu'on a l'opportunité d'être assis à l'Université de Montréal pour parler des grands sujets de la société. Je travaille dans le secteur de l'aéronautique et l'EDI c'est vraiment inexistant. J'ai ce défi-là, parce que moi, je suis en acquisition des talents, de vous voir parler du vécu. Ça me donne vraiment beaucoup d'outils pour savoir comment je vais dealer ou comment je vais trouver des solutions pour faire avancer les choses dans le secteur de l'aéronautique.
parce que c'est vraiment inexistant. Donc, je me demandais justement, vous qui êtes déjà assez avancé, expérimenté dans ça, si vous pouvez me donner quelques petits trucs pour me donner l'outil pour pouvoir justement mettre en place ça au sein de mon organisation. Marie-Lou, vous avez rendez-vous après pour Parfait. discuter avec madame one-on-one. Et vous la gardez tout le temps qui reste, c'est pour vous. Oui, il y avait quelqu'un derrière avait le micro, non? Non? Ah, il est déjà à l'avant? Non, c'est correct. Allez-y, allez-y, mademoiselle. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Dior. J'ai un background aussi en travail social. Donc, premièrement, merci pour le panel. J'ai trouvé ça intéressant que ce n'était pas un discours monolithique, tu sais, qu'il y a des divergences dans les opinions. Par contre, premièrement, je pense que c'est important de mentionner qu'il faut arrêter au Canada de se flatter l'épaule, de constamment se comparer aux États-Unis puis de dire oui, mais c'est pas si pire ici. Je pense qu'on a quand même une réalité spécifiquement québécoise aussi par rapport à l'histoire des personnes noires. Et donc, ma question, c'est quand on est dans une province qui ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique, comment c'est possible d'appliquer des pratiques EDI qui peuvent être durables, alors que juste au niveau de la reconnaissance ben, on est des êtres humains, c'est les êtres humains qui vont appliquer le droit et ils ont des biens inconscients. Et donc ça va faire en sorte qu'au niveau pratique, pratico-pratique, comment on fait d'aller plus loin que juste l'embauche des personnes noires pour que ça soit durable? Ouais, merci. Vous retenez cette question-là. Est-ce que sans reconnaissance du racisme systémique, on peut appliquer l'EDI? Voilà. Et puis, on va prendre la dernière question. Oui. C'est plutôt un commentaire, d'abord vraiment pour vous remercier pour toute cette richesse, tout un débat. J'en ai même le vertige tellement des concepts importants puis intéressants, puis comment la conversation se déroulait. Moi, j'aurais eu un seul souhait pour terminer. Encore une fois, je ne dirais pas sur une note positive parce qu'il y a beaucoup de choses positives et tout a été positif. Et surtout, M. Saint-Elmy, vraiment cette idée de revenir vers les fondements juridiques est fondamentale. En fait, mon souhait aurait été, même si EDI, les trois mots, les trois concepts sont bons, on n'a rien à leur reprocher sur un terme fondamental, j'aurais tellement souhaité que tout programme n'ait pas nécessairement à s'appeler EDI, ou peut s'appeler ce que vous voulez, mais qu'il reprenne justement les fondements juridiques de la notion de l'accès à l'égalité. Et si ça, à un moment donné, il y a cette conscience qui se fait dans les organisations, ce n'est pas parce qu'on appelle l'EDI qu'on peut faire n'importe quoi, puis qu'on peut inventer les concepts, puis on peut les redéfinir. Ils sont déjà définis dans nos lois, ils sont définis dans nos jurisprudences. Nous avons des lois proactives. Et donc, la jonction à faire entre le juge et le gestionnaire est certainement plus simple à faire si le gestionnaire réfléchissait en termes de juriste au moment de faire ses programmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à notre rencontre de ce soir. Quand vous êtes modérateur, vous préparez quand même un semblant de conclusion. J'avais prévu quelque chose. Pardon? On n'a pas répondu à la question de... Ah oui, oh, excusez-moi. Répondre à la question, la non-reconnaissance du racisme systémique entraîne-t-elle automatiquement une mise en application, entraîne-t-elle automatiquement? Je ne vais pas paraphraser vos propos, je vous laisse répondre. Madame, votre nom, c'était quoi? Dior, oui. Dior, ben, vous étudiez le travail social. Donc, en travail social, il y a une pratique qu'on appelle la pratique anti-oppressive que je pense qui est importante à mettre de l'avant. C'est une pratique où on va vraiment prendre en compte c'est quoi les enjeux systémiques. On va avoir différents leviers pour faire en sorte qu'on ait ces discussions-là avec nos gestionnaires, avec les personnes autour pour faire avancer les choses. Je pense que des fois, comme Tania vient de dire,
on n'a pas besoin de nommer qu'on est en train de faire de l'EDI. Comme ça, des fois, ça peut passer aussi parce qu'il faut se rendre compte, on est à des degrés différents de compréhension et d'acceptation de l'EDI. Donc, je pense que d'utiliser des pratiques d'anti-oppression dans mon quotidien peut aider à changer les choses un peu structurellement, même si ce n'est pas parfait, bien sûr. Wilson, je ne vous ai pas vu prendre le micro pour éviter que... hein. Cette fois-ci, je faisais très court. Vous avez entendu ma plaidoirie ce soir, mes constats aussi. Je vais vous faire une remarque que la même question, on a posé la même question l'année dernière. Et je vais donner le conseil suivant à la personne qui avait posé cette question. Vous savez, madame, le racisme n'est pas un concept juridique. On ne peut rien faire contre le racisme dans sa forme actuelle au Canada. Dans les sociétés capitalistes avancées, il n'y a pas de racisme systémique tel qu'il a existé dans les années 30, tel qu'il a existé au Zimbabwe, tel qu'il a existé en Afrique du Sud et tel qu'il existe encore dans certains pays de la Caraïbe sur lesquels je me tais. Ça n'existe pas dans les sociétés capitalistes avancées. Néanmoins, il existe de la discrimination. Et M. Legault avait parfaitement raison de bien qualifier la réalité qui existe chez nous. Personne ne me dira à l'université, allez vous asseoir à côté et non pas à côté d'un Québécois caucasien. Personne au Canada ne me dira pas de ne pas acheter une maison à Westmount que je n'ai pas le droit d'y aller. J'habite où je veux au Canada, je vis où je veux, je vais entrer dans un building. Il n'y a personne qui va me dire, vous n'avez pas le droit d'entrer dans ces buildings-là. On n'a pas encore des cadres ségrégationnistes au Canada et on n'en aura jamais dans notre pays. Donc, c'est irresponsable de qualifier les Canadiens et les Québécois de racistes. Il y a du racisme individuel, oui. Sociétalement, ça n'existe pas. Il y a des individus mal intentionnés dans notre pays qui vont contaminer, patauger, parasiter des organisations pour faire valoir leur position raciste. Ça, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Mais quand M. Legault nous a donné une occasion en or de s'asseoir avec lui, parce que la discrimination, c'est un concept juridique. Madame Tania, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? A bien fait le lien du combat que nous pouvons mener et que nous pouvons gagner. L'Association des juristes noirs du Canada est actuellement en poursuite contre le gouvernement fédéral, non pas pour le racisme, mais pour la discrimination, parce que la discrimination est bien définie en droit, bien définie en régime juridique international, bien définie par la jurisprudence. Et si vous me donnez une cause de discrimination, si les faits sont là, je vais gagner la cause. Je ne pourrai jamais gagner une cause fondée sur le racisme, madame. Merci, merci Wilson. Il a donné, je le garde, on finit. Je dis que j'avais une petite conclusion. Non, j'ai juste retenu deux, trois choses. Je vais peut-être commencer par un constat. Je pense que c'est Alain qui l'a évoqué. Pour ceux qui pouvaient en douter encore, vous avez vu que nous sommes capables, nous ici, je mets le nous en tant que communauté noire, d'avoir des conversations difficiles, conversations malaisantes, mais nous pouvons en discuter lorsqu'en plus nous sommes les principaux concernés. J'espère que ce soir, vous avez vu des divergences, des désaccords, mais vous avez vu sur un sujet difficile parce que ce sujet est un sujet difficile. On parle beaucoup de George Floyd, l'avant, l'après. George Floyd, c'est 6 ans. En 6 ans, il n'est pas évident de changer toute une société. Ça, c'est le premier constat. Le chancelier a demandé, surtout à vous, qu'il souhaitait que vous engagiez en partant d'ici à bâtir des ponts qui mèneraient à des espaces où le dialogue est permanent. J'espère que ce soir, vous sortez et vous partez d'ici avec la possibilité de dialoguer, oui, dans l'entre-nous, mais aussi
avec d'autres. Je retiendrai juste de cette question intention et réalité, l'EDI sous la loupe des communautés noires. L'EDI n'est pas un acronyme coulé dans le béton. On peut l'appeler comme on veut. On peut juste aspirer à aller vers, comment dire ça, qu'il s'appuie sur les fondements juridiques. Et voilà. Et puis on fait avancer les choses. On souhaite une jonction entre les juristes et les gestionnaires parce que c'est nécessaire. Je finirai en disant que non, une société démocratique, une société de droit démocratique, de mon point de vue, n'est pas toujours juste. Malgré le droit, pour d'autres avenues, permettez-moi d'utiliser ce terme-là, pour aller de l'avant. Je remercie Marie-Lou Daudier, je remercie Wilson Saint-Elmy, avec lequel j'ai, et permettez-moi un petit moment personnel, j'ai beaucoup de plaisir, c'est la deuxième fois, à modérer, animer des panels auxquels il assiste, et c'est toujours un exercice intellectuel, un exercice vraiment très intéressant pour le journaliste et le modérateur que je suis. Et vraiment, je voudrais le féliciter pour ça, de nous sortir de nos zones de confort, de nous pousser à réfléchir beaucoup plus loin. Je remercie Madeleine Métier. Merci beaucoup, Madeleine. Je suis ému, je m'aime ton nom, je n'arrive même pas, je le bafoue. Je remercie Alain Alexandre, le directeur général du SECAM. Merci encore pour la confiance, toute l'équipe du SECAM. Monsieur le chancelier, merci. Tania, merci beaucoup. Puis vous, cher public, comme il est dit dans un certain livre, allez-y, transmettez la parole. L'année prochaine, on se retrouve. À l'année prochaine.